La première, Les Grenades, série d'été. Safia Kessas. Dans Les Grenades, ce dimanche, nous nous intéressons à la célébration des 75 ans de l'immigration italienne et à la place des femmes dans ce processus. 50 000 travailleurs italiens sont envoyés dans notre pays pour travailler dans les mines de charbon. La vie n'est pas facile pour ces immigrés qui souffrent parfois de stéréotypes et de racisme. Des pancartes ni chiens ni italiens étaient affichées à l'époque sur les commerces. Depuis, les Italiennes et les Italiens qui résident en Belgique sont, d'après les chiffres de l'Office belge de statistique, dans le top de tête des nationalités étrangères et représentent près de 11% de la population de nationalité étrangère chez nous. Alors, quelle place pour les femmes dans ce processus, dans cette histoire de l'immigration ? Nous en parlons avec la metteuse en scène liégeoise Martine de Michel. Bonjour. Bonjour Safia. Vous avez créé une pièce de théâtre consacrée au récit de ces femmes intitulée Montenero. On en parle juste après la chronique de Mathieu Neupré. Je vous invite à faire un petit voyage, un petit retour en juin 1946, quand les premiers immigrés italiens débarquent en Belgique avec la fameuse signature donc des accords Charbon. Deux protagonistes, d'un côté la Belgique, meurtrie par la guerre et en manque de main-d'œuvre, de l'autre côté l'Italie, qui est instable politiquement et peine à se relever économiquement pendant l'après-guerre. Les deux pays voient donc l'opportunité d'une collaboration. La Belgique profite d'une main-d'œuvre à bas prix pour exploiter les mines. L'Italie saisit l'occasion d'envoyer loin de chez elle une partie de sa jeunesse sans travail, tout ça en échange de charbon. Et dans cette nouvelle immigration, l'Église va jouer un rôle important. Oui, effectivement, parce que les Italiens qui mettent le pied sur le sol belge sont, on le sait, assez croyants et sont accompagnés par l'Église catholique dès leur arrivée en Belgique. Ce qui arrange bien le patronat et les institutions publiques, qui eux ne voient pas d'un bon œil la montée des partis communistes au sein des mines. Or, l'Église, on le sait, est fondamentalement anticommuniste. Le clergé finance et publie par exemple un journal gratuit qui est distribué aux immigrés italiens et qui sert de promotion à l'apolitisme. Encourage aussi par exemple les Italiens à ne pas se mêler des luttes sociales belges et donc à ne pas faire grève. Les sections locales des mineurs du Borinage forment par leur nombre la majorité au sein de l'Assemblée de la Centrale des mineurs. Et cela leur permet d'imposer leur volonté de repousser les propositions patronales. Un accompagnement qui se veut donc moral et religieux mais aussi politique comme un organe de contrôle qui éduque à la docilité et au travail. Et ces immigrés, évidemment, n'arrivent pas seuls et bientôt sont rejoints par leur famille. Oui, c'est ça, dans l'ombre de ces jeunes travailleurs arrivent parfois des femmes et des enfants. Ces femmes, on sait qu'elles existent, pourtant il a été très difficile de trouver des traces écrites et des sources les concernant. Elles ne sont que très rarement mentionnées dans les écrits traitant de cette époque. Pourtant, elles sont bien présentes et actives dans les milieux industriels, comme en témoigne leur implication directe dans la bien connue grève des femmes de la FNDerstal. 3800 travailleuses se sont mises en grève le 16 février dernier. Leur slogan est « Un salaire égal pour un travail égal ou équivalent ». La direction estime que le rendement de la femme n'est pas nécessairement identique ou équivalent au rendement de l'homme. Pour elle aussi, l'Église a une idée. Elle met à leur disposition des assistantes sociales pour aider à l'installation de toute la famille en Belgique. Ces assistantes sociales, elles s'avèrent un brin maternaliste. Elles n'hésitent pas à porter des jugements moraux sur leurs clientes en considérant, par exemple, je cite, qu'il faut inculquer la patience aux femmes battues. Des femmes d'ouvriers, donc des femmes ouvrières parfois, des femmes malmenées, battues ou non, mais des femmes battantes, ça toujours, qui sont invisibilisées dans les livres d'histoire traitant de l'immigration italienne. Femmes auxquelles vous, Martine de Michel, metteuse en scène, avez souhaité rendre hommage sur les planches à travers votre projet Montenero. Des récits de rencontres, des témoignages, tout ça afin de redonner vie à celles qu'on a oubliées et qui devraient pourtant faire partie intégrante de la mémoire ouvrière. Une réaction, Martine Desmichel, sur cette chronique et la manière dont les femmes ont existé dans les récits historiques. Déjà, je suis assez touchée. Je trouve parce que je me suis replongée justement dans cette matière-là parce qu'on va reprendre les spectacles et que c'était important pour moi de replonger dans cette matière. Et je trouvais que c'est une belle façon une belle entrée en matière et qu'on fait très rarement de ce point de vue-là, et politique, et c'est très rare qu'on le fasse comme ça, donc je trouve ça très important de faire ça. Quant aux femmes, c'est vraiment ce qui nous a poussé en tout cas à aller à la rencontre des femmes italiennes. C'est parce que justement j'ai fait partie d'un spectacle en 1996 pour les 50 ans des accords d'un spectacle qui racontait l'arrivée de ces jeunes hommes
à travers le parcours de 4 anciens mineurs à l'époque qui étaient sur le plateau. Donc c'était très touchant pour ça. Et en tant que jeune comédienne, je sortais du conservatoire, c'était mon premier rôle. Je me suis très vite posé la question de, donc ce qu'on me demande en tant que femme, c'est être une accompagnante, une épaule sur laquelle cet homme qui a beaucoup travaillé peut se reposer. C'était ça mon rôle dans le spectacle, c'était un très petit rôle. Et donc je me suis dit, mais je ne reconnaissais pas ma mère, je reconnaissais pas les femmes qui m'entouraient dans ce rôle-là. Enfin si, certaines, mais pas toutes. Et donc je me suis dit, 10 ans après, ça a pris du temps, parce que, mais vraiment, à l'intérieur du spectacle, quand je faisais le spectacle, il y avait une forme de blessure qui en tout cas, qui existait, parce que je me disais, mais non, je voulais pas de cette image-là. Et en même temps, j'apprenais l'histoire. Jusqu'à ce spectacle-là, les parents ne m'ont jamais raconté cette histoire-là. J'avais beaucoup de pudeur, et je pense qu'ils n'ont jamais raconté cette histoire-là. Et donc, je découvrais en même temps une histoire, et en même temps plein de questionnements sur la place des femmes. Et donc voilà, c'est parti de là. On continue notre analyse de la place de ces femmes à l'occasion des 75 ans de l'immigration italienne en Belgique, juste après Make Me Feel de Janelle Monáe. À tout de suite. Sur la première pour les Grenades série d'été consacrée aux 75 ans de l'immigration italienne en Belgique, et vous écoutiez Janelle Monáe. Nous sommes en compagnie de Martine de Michel, metteuse en scène qui a travaillé sur la pièce de théâtre Montenero, une pièce qui visibilise les récits et les vécus des femmes italiennes qui ont émigré en Belgique. Une histoire très peu connue et invisibilisée. Alors justement, quelle a été l'inspiration de cette pièce ? Décider de partir à la rencontre de ces femmes-là, c'est essayer justement de leur donner de la visibilité, puisque dans l'autre spectacle, il en manquait. Et donc, on avait envie de le faire à travers du chant. Et donc, on est parti en se disant, on va leur demander de nous raconter leur histoire, mais aussi de nous chanter une chanson qu'on pourra reprendre. Alors, pour éviter le scandale, la mère d'Irma l'a mise dans un train avec une cousine et une tante à lui. C'était le 11 mars 1953. Irma avait 18 ans. Maria n'avait fait que travailler dans les champs. Elle savait que plein de jeunes du village partaient. Elle a voulu faire comme eux. C'était le 11 mars 1953. Maria avait 20 ans. Giulia est venue ici pour aller à l'école, pour apprendre un métier. C'est son papa qui l'a accompagnée dans le train. C'était le 11 mars 1953. Giulia avait 12 ans. On allait un peu à l'aveugle, mais en tout cas, décider de partir découvrir leur histoire. Il fallait un lien. Le lien, ça a été ma maman. Parce que... Et donc on peut dire que l'inspiration de cette pièce, ça a été votre maman en soi. Je ne connaissais pas l'histoire de ma maman. Donc je savais qu'en demandant à ma maman d'être le lien, parce que ces femmes ne parlent pas facilement. Il faut qu'elles aient confiance. Donc c'est pour ça Montenero di Bisaccia, c'est un village en Italie, dans les Molise, donc partie à Bruse de l'Italie. Et au départ, je lui dis, demande à des compatriotes si elles seraient d'accord de nous raconter leur histoire. Et je savais qu'en demandant à ma maman, j'allais à un moment donné devoir affronter l'histoire de ma maman, parce que c'est ça qui s'est passé aussi. Il faut utiliser ce terme, affronter ? Oui, parce que je pense que quand on sait que cette histoire, elle a été douloureuse pour nos grands-parents, pour nos parents. Giulia a commencé à travailler à l'âge de 8 ans. C'était dans une famille de médecins. Elle allait là le matin, elle allait nettoyer, elle allait chercher de l'eau à la fontaine. En échange de son travail, on donnait à ses parents de la farine, de l'huile ou des œufs. Et c'est seulement quand elle avait terminé qu'elle pouvait aller rejoindre son amie Anna à l'école. Montenero, c'était mon village. C'était ma maman. C'était mon petit frère Giovanni. C'était mon amie Anna. Dès qu'on pouvait, on allait faire les 400 coups. C'était la joie, Montenero. Demander à sa maman de nous raconter son histoire, je savais que ça allait être un moment difficile. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a de douloureux dans l'histoire de ces femmes, justement, qu'on a si peu raconté ? Alors justement, nous, on s'était un peu... alors c'est très stéréotypé comme idée, mais on s'était dit qu'elles allaient nous raconter justement un peu un parcours on a suivi un mari, on a suivi un père,
Et puis la première rencontre, ça a été Imelda, qui nous a raconté son histoire et qui nous a raconté l'histoire d'une jeune fille de 18 ans qui a été mariée forcée. C'était un mariage arrangé et qui nous a raconté toute la douleur, évidemment, de mariage arrangé. Et bêtement, naïvement, je me disais pas qu'en Italie, il y avait des mariages arrangés. Parce que j'avais 18 ans, je devais me marier. Et puis tu vois, tout le monde partait en Belgique. Et quand il revenait avec des valises et des valises de marchandises pour manger, mais aussi pour s'habiller. On disait que la Belgique, c'était l'Amérique. Alors, Zia Giulia a proposé à mes parents un jeune homme qui était parti travailler en Belgique avec ses parents. Les contacts se prennent, le jeune homme envoie sa photo. Quand j'ai vu la photo, j'ai dit « Moi, je ne veux pas de celui-là. Moi, je ne l'aime pas. » Et ma mère m'a répondu « Tu vas le marier. » Elle avait une liberté de parole qui était tellement impressionnante que quand on est sorti de là après 3 heures d'interview, on s'est dit mais on va pas pouvoir faire que chanter ces histoires-là, il va falloir les raconter. Donc oui, parce qu'au départ il y avait une place très importante de la musique voilà. dans cette pièce. Oui, l'idée c'était de faire un tour de chant, on va dire ça comme ça, avec des chants qu'elle nous aurait chantés après avoir raconté leur histoire. On ne se disait pas qu'on allait raconter leur histoire. Puis ces témoignages très forts ont donné une autre dimension finalement au spectacle. Au spectacle et même aux futures interviews qu'on a fait par après. On a dû se poser, on a dû se dire il faut qu'on rédige un vrai questionnaire, il faut qu'on s'imprègne un maximum de ces histoires-là, qu'on les écoute et qu'on puisse à un moment donné humblement et avec ce qu'on est pouvoir les re-raconter sur un plateau de théâtre, sachant que je voulais pas faire on était déjà en fait 3 comédiennes, mais pas toutes d'origine italienne. Je ne voulais pas, et dans mes spectacles, je ne veux pas que ce soit des histoires qui soient racontées par des Italiens pour des Italiens. Pour moi, c'était important justement de se dire qu'il y a aussi une œuvre théâtrale, une œuvre artistique qui est importante, et donc que ces histoires-là peuvent être prises en charge aussi par des non-enfants d'Italiens ou donc voilà, Sandrine est française, Valérie, sa maman est mauricienne, son papa est yougoslave, donc on est aussi avec déjà un pluriel de départ qui fait que on voulait aller vers l'universel. Bon, ça on le saura dans le cours du travail, mais l'idée c'était que ces histoires, au plus on allait aller en profondeur dans ces histoires-là, au plus on n'allait pas avoir peur d'entendre ce qu'elles avaient à nous dire, au plus ça allait ouvrir vers l'universel et au plus ce spectacle ne serait pas juste des histoires de femmes italiennes, mais des histoires de femmes. On poursuit tout de suite cet entretien justement sur cette peur et ces témoignages que vous allez recevoir et qui sont des témoignages très forts. Donc on va en découvrir un peu le contenu juste après les notes de Feu Chatterton avec leur titre Écran total, un morceau d'actualité. Restez bien avec nous. Après l'entrain de Feu Chatterton, ce dimanche nous accueillons Martine de Michel pour évoquer la place des femmes dans l'immigration italienne 75 ans après les accords de Charbon entre la Belgique et l'Italie. Vous évoquiez juste avant cette pause musicale la force des témoignages qui pouvaient faire peur. Pourquoi est-ce que vous utilisez ce mot de peur ? J'avais 34 ans et j'avais jamais demandé à ma maman qu'elle me raconte son histoire. Je connaissais des bribes de l'histoire et les grands-parents n'en avaient pas. Parce que je pense qu'il y avait une réelle volonté de nous protéger de ça. Et il y a comme, à un moment donné, une fois qu'on ouvre la brèche, il y a on sait qu'on va devoir remplir quelque chose, aller au devant de phrases très dures. Quand il est arrivé chez nous, un cadavre était plus beau que lui. Alors moi j'ai dit, je ne marie pas ça, pas ça. Ma mère m'a battue tous les jours. Et puis, le mariage est arrivé. On avait commencé à parler de ce mariage au mois d'août. Et au mois de décembre, j'étais déjà mariée.
donc une des premières interviews, on a la force de certains récits, et ce qu'on nous renvoie, ce sont des phrases comme celle-là. Donc en même temps, il y a une forme de liberté et d'envie de ces femmes de parler librement. Là, elles sont là depuis 40, 50 ans, donc a besoin de parler parce qu'on ne leur demande pas de raconter cette histoire-là. Un cadavre était plus beau que lui, ça veut dire quoi pour vous en fait ? La jeune fille a 18 ans. Elle est dans un village où elle fait ce qu'elle veut parce qu'ils ont une certaine facilité, on va dire, dans le village, et à un moment donné, on lui impose un mariage. Un cadavre était plus beau que lui. Alors c'est une image très forte, évidemment. Ça résume un peu toute la douleur d'une femme, de ce qu'une femme pourrait ressentir ou peut ressentir, parce que ça, moi, je ne le connais pas. Mais quand on la force à faire quelque chose, je veux dire, il y a une forme de mort. On quitte un état pour un autre, et donc c'est en même temps un exil, mais c'est aussi un exil, c'est aussi une rupture pour une femme. Enfin, c'était très fort, quoi. Ça, c'est une autre facette de cette histoire, donc des femmes qui ont dû accompagner des hommes en Belgique pour, j'imagine, les soutenir dans le cadre d'un travail pénible et qui n'ont pas eu ce choix et qui ont été mariées de force avec tout ce que ça implique en termes de viol conjugal, etc. Est-ce que vous avez eu des témoignages en ce sens-là, beaucoup, ou bien est-ce que ça a été un témoignage parmi d'autres ? Alors, ça a été le seul témoignage, mais après... Les autres témoignages, on a voulu aussi avoir des témoignages très différents, et je pense que ce qui est particulier dans cette histoire-là, c'est que je ne pense pas de toute façon, enfin je crois que c'est peut-être Imelda et puis toute la vie qu'elle a vécue après, la façon dont elle s'est battue pour affronter cette histoire-là, se défaire de cet homme-là, en rencontrer un autre, vivre avec ça, c'est très particulier à elle. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vécu ça. Maintenant, après, je pense c'est difficile d'en parler, surtout quand on n'aura jamais demandé d'en parler. Souvent, les hommes sont là en interview aussi. Pas dans le cas de Imelda, mais dans d'autres cas, des femmes que j'ai rencontrées, le mari est là et il intervient fréquemment dans la discussion. Donc il y a aussi un frein chez ces femmes qui n'ont pas eu le droit non plus beaucoup de parler dans des milieux italiens très machos. Voilà, l'Italie, c'est aussi ça. Hein. Mais justement, on disait en début d'émission que les Italiens avaient vécu le racisme aussi en arrivant en Belgique, avec des endroits qui leur étaient refusés, des pancartes insultantes à l'affiche des commerces. Concernant les femmes, est-ce qu'il y a eu donc ce mélange entre racisme et sexisme comment est-ce que ces deux systèmes se sont rencontrés et télescopés à leur égard ? Alors les femmes, étrangement, celles qui sont venues avec les enfants rejoindre leur mari, elles étaient donc dans les baraquements, pour beaucoup, elles sont arrivées je parle de la région liégeoise, même à Charleroi, dans les baraquements qui étaient au départ destinés aux prisonniers de guerre allemands, et donc elles ont quand même vécu en ghetto. Donc en Italie, la particularité en plus, c'est que c'était par région, donc un dialecte napolitain, on ne comprend pas le sicilien. Donc, c'est presque des pays très différents. Donc, ils se regroupaient entre eux. Ils restaient très forts entre eux. Donc, c'est les enfants qui, en allant à l'école, apprenaient à leur maman à se débrouiller, etc. Donc, elles n'ont pas parlé de sexisme, mais, je dirais, elles vivaient des situations, de toute façon, femmes italiennes à l'époque, qui n'était pas confortable. Donc là, en fait, quelque part, le sexisme qui était lié à la position qu'elles occupaient au sein de la société, au sein de la famille, les poussait dans une forme d'isolement, un isolement qui était aussi, renforcé par les différentes langues qu'on parlait aussi en Italie. Donc c'est quand même un isolement assez important, quoi. Oui, elles ont été quand même très fort isolées, ou en tout cas très fort entre elles. D'ailleurs, beaucoup de femmes, je veux dire, celles qui ont 70 ou 80 ans aujourd'hui, ne parlent pas très bien français, parce qu'elles étaient... elles étaient entre elles, et il y a eu des magasins italiens où, en tout cas, l'importance de parler italien n'est pas... on ne leur apprenait pas italien, il n'y avait pas de parcours d'intégration. C'était sans doute les enfants qui, en allant à l'école, à un moment donné, communiquaient des choses aux mamans. Donc, oui, il y a eu quand même
D'ailleurs, il y a des femmes qu'on a interviewées qui disaient qu'il y avait un repli de leur maman très fort, la souffrance aussi de quitter leur pays, d'arriver dans un pays où il faisait noir et mauvais, parce que bon, c'est caricatural, mais c'est vrai. C'était des moments très difficiles pour elles, donc elles étaient plutôt avec les sœurs, les cousines ou les amis du village, et on se regroupait par région. D'ailleurs, à Liège, on sait qu'à Herstal, il y a des gens de tel village, à Raucourt, c'est plutôt tel village, enfin, voilà, on se regroupait par région. Mais justement, sur la question de Liège et de Herstal, elles ont joué aussi un rôle dans les luttes sociales avec la FN Herstal. Ça aussi, c'est une histoire qui a été pas mal invisibilisée. Oui, tout à fait. On le sait, on l'a raconté, mais vraiment de l'intérieur, elles ont été donc des militantes, elles ont lutté, là. Les femmes italiennes, quand elles sont arrivées, ont très vite travaillé. Même celles qu'on a interviewées, après 6 mois ou 8 mois, elles ont très vite travaillé. Donc vous travaillez de 6 à 2 le matin et lui travaille de 2 à 10 l'après-midi. Oui. Et vous ne vous voyez pas beaucoup alors? Juste le dimanche. En somme, vous vous plaignez de l'inégalité de salaire, mais aussi, semble-t-il, d'un manque de considération, c'est bien ça? Enfin, je vous dis, mon idée, peut-être, elle n'est pas juste. Moi, je la vois comme ça. Il me semble qu'on n'est pas considéré de tout les femmes dans la fabrique. Il me semble qu'on ne peut même pas s'exprimer. Si on a quelque chose à dire, qu'on ne fait même pas attention, c'est qu'on dit, et tout ça, c'est réellement pour dire, vous êtes des femmes, des bêtes de femmes, et puis c'est tout, en fait, on ne prête même pas attention. Et en effet, à la FN, il y a eu beaucoup de femmes qui ont, et beaucoup d'Italiennes et d'Espagnoles, qui ont mené les luttes et les grèves là-bas. Et tout ça, en effet, a été invisibilisé. Elles n'étaient pas seulement des accompagnantes, elles avaient aussi un rôle actif à certains moments de l'histoire de l'immigration. Tout à fait. Parce que dès qu'elles sont arrivées, elles ont, en effet, qu'elles soient avec leur mari ou seules, elles ont travaillé tout de suite. Donc elles ont été bon, après, quand elles sont servantes, c'est un autre statut. Parce qu'il y a eu beaucoup de femmes italiennes qui ont travaillé dans des grandes maisons comme servantes. Et puis, en effet, dans les usines, etc. Mais tout ça, en effet, a été invisibilisé. Les grèves 66, on en a parlé parce que c'était l'anniversaire, donc en 2016. Mais avant ça, c'était quand même des luttes dont on ne parlait pas. Mais ça, c'est les luttes des femmes non plus. C'est pas que parce que c'est des Italiennes. We represent the powerful forces of change. On poursuit notre exploration aux racines de l'immigration italienne vue dans le regard des femmes, loin d'être cantonnée à la cuisine et aux pastes, même si on aime ça. Mais d'abord, place à Oh My d'Elia Rose. À tout de suite. All by myself, Jerry.
Vous écoutiez l'univers pop d'Elia Rose, une artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sur la première, aujourd'hui, les Grenades série d'été qui sont de retour s'intéressent aux femmes au sein de l'immigration italienne. Martine de Michel, metteuse en scène liégeoise, parle avec nous de la réalité de ces femmes. We represent the powerful forces of change. Que reste-t-il aujourd'hui de cette histoire et quelles en sont les conséquences, Martine ? Alors aujourd'hui, je trouve que le théâtre pour ça, et en tout cas dans la compagnie, donc en Compagnie du Sud, elle arrive à faire le lien parce que il y a la nouvelle génération. Donc j'ai la chance de travailler avec notamment Camille Paulus, qui est petite fille d'un des témoins justement du spectacle Montenero, et qui, elle, continue alors le questionnement. Donc là, elle vient de faire justement un documentaire dans le cadre de ses études, où elle questionne ses cousines, ses petites cousines et son oncle et ses tantes, sur justement les origines italiennes. Et je suis... c'est un très beau documentaire, évidemment, qui m'a beaucoup touchée parce que je me dis les questionnements continuent. Un qui m'a troublée, c'est à quel point encore aujourd'hui leur grand-mère ne leur raconte pas. Il y a encore beaucoup de pudeur à raconter son histoire, et donc il manque quelque chose. Donc il y a une des cousines qui dit à un moment donné, je me suis rendu compte de la dureté du travail de Nono quand j'ai été visiter Blény. Et elle est très émue à ce moment-là, et je me dis, elle dit, tant que Nona nous aura pas raconté son histoire, même si elles sont venues voir le spectacle et donc elles connaissent des bribes, il manquera quelque chose. Et donc, je pense qu'il reste des choses, et que, en tant que fille d'immigrés, d'ouvriers, je vais dire aussi, comment on tisse le lien, mais en reposant les questions. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le résumé, on va dire que Mathieu Neupré. Voilà, parce que y a plein de questions politiques, c'est-à-dire comment la grande histoire est venue s'immiscer là-dedans, comment en même temps ça nous enlève ce côté peut-être un peu larmoyant qui fait tant rêver les gens, le côté italien, et on pleure et on chante et on fait des pizzas et tout ça en pleurant, mais avec des questions de la grande histoire, le pourquoi on a fait venir les Italiens à un moment donné. C'est pas parce qu'on manquait de main d'œuvre, c'est parce que les Belges ne voulaient plus retourner dans les mines, parce que les mines étaient insalubres, parce que le travail était dangereux, parce que et il y avait des grands mouvements syndicaux qui étaient en place. Malheureuses, qui sont livrées seules avec leurs gosses, qu'on crée des crèves pour eux. Elles ne seront plus si fatiguées alors. On a fait le choix de venir, de proposer à des jeunes travailleurs qui ne savaient pas où ils allaient arriver, et donc ça a cassé les grèves, ça a cassé tout un mouvement. Enfin, il y a des choses qui sont plus grands que nous et qui permettent, je trouve, d'avoir beaucoup de recul par rapport à cette histoire-là. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, et je vous le dis franchement, parce que là, on fête les 75 ans de l'immigration italienne, qu'on m'a proposé des interviews, des émissions, etc. C'est le côté allez, je le dis parce que mais folklorique. Enfin, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire, c'est très caricatural. J'ai peur qu'on ne soit dans une forme de caricature qui est les Italiens sont bien intégrés aujourd'hui et on devient un exemple d'eux, alors que c'est pas tout à fait vrai. Et ça, il suffit de regarder les analyses ou d'écouter les conférences de Anne Morelli, qui sont visibles sur YouTube pour s'en rendre compte. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, quand vous pointez ça, que vous avez l'impression que malgré les 75 ans qui se sont écoulés, on a encore une image d'Épinal de ce que c'est l'immigration italienne, de ce qu'elle a été, en occultant la dureté à la fois sur les conditions de travail
des hommes qui étaient dans les mines et à la fois sur les violences qu'ont pu vivre les femmes qui étaient déracinées. Et voilà. Et le pourquoi tout ça s'est passé. Le pourquoi, à un moment donné, l'Italie veut qu'en effet un maximum de gens partent de l'Italie parce qu'ils n'arrivent plus à gérer sans doute une révolution. Voilà. D'où l'importance justement de s'accaparer ses propres récits, d'en faire soi-même sa propre narration, comme vous l'avez fait avec votre spectacle Montenero. Vous avez été justement au cœur des témoignages recueillis de ces femmes italiennes qui sont arrivées en Belgique. Et donc, dans ces témoignages, il y a aussi celui de votre maman. Et dans ce témoignage, qu'est-ce qui vous a le plus étonné ou qu'est-ce qui vous a le plus nourri? Qu'est-ce que ça a aussi changé pour vous? Ma maman est arrivée quand elle avait 12 ans et dans l'espoir d'aller à l'école. On lui avait dit que ce serait possible. Sa sœur était déjà ici. Elle s'était mariée avec un mineur. Elle était donc à Liège, à Serein. Et ma maman, dans l'espoir de pouvoir continuer à aller à l'école, on lui a dit « mais oui, viens, ce sera possible, etc. » Donc elle est arrivée avec son papa. Et en gros, on lui a dit que c'était pas possible. C'était pas possible d'aller à l'école. Et donc, elle devait aller travailler. Bien sûr que j'avais envie d'aller à l'école, mais j'étais bien consciente qu'il fallait que je travaille. Quand je voyais mon beau-frère rentrer le soir, à peine lavé, fatigué, on voyait rien que le blanc de ses yeux. Parfois, il nous racontait ce qu'il avait fait pendant la journée. Il devait passer par des galeries d'à peine 30 ou 40 centimètres. Alors ça aussi, c'est une phrase qui est... Et là, on est en quelle année en Belgique? Et là, on est en 50, 53, 50, quelque chose comme ça. Oui, après, ma mère me dit ça, et puis petit à petit, ah non, je ne veux pas le dire. Je ne veux pas dire ça. Mais c'est-à-dire que souvent, dans ces récits-là, ils sont recomposés ou reconstruits, ou est-ce qu'il n'y a pas des dates qui corroborent ou qui corroborent pas, ou peut-être que c'était pas vrai. Moi, je me dis aussi. Peut-être qu'elle pouvait, et que voilà, mon grand-père il comprenait pas le français, et peut-être qu'elle pouvait voilà. En tout cas, c'est comme ça que elle, avec ses 12 ans, c'est comme ça qu'elle l'a compris. C'est comme ça que elle a dit, on m'a dit que c'était pas possible. Mais il fallait que j'aille travailler, et elle a dit, je n'ai pas osé dire que je ne voulais plus, que je ne voulais pas rester. Je n'ai pas osé, elle le dit. Elle aurait voulu rentrer. Elle aurait voulu rentrer, elle n'a pas osé dire qu'elle ne voulait pas rester en Belgique. Et donc elle n'a pas étudié, elle a travaillé. Elle a travaillé. Elle a travaillé comme femme d'ouvrage chez un médecin. À l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans. Elle dormait là-bas. C'était un médecin qui était violent avec sa femme. Enfin bon, après, il y a tous les... quand on rencontre ces femmes-là, on se dit, bon, l'histoire commence à leur naissance et elle s'arrête à partir du moment où elles disent, on s'est plus ou moins émancipé. Donc l'histoire s'arrête dans les années 60 ou quand les enfants sont nés. On raconte pas l'après, quand même. Voilà, tous les dégâts de cet exil. Et ça a dû être un tour de force que oui. D'accompagner cette parole, de la travailler, de la mettre en scène, alors qu'elle vous touche directement. Je pensais au départ pouvoir tenir ce rôle-là, de me dire je vais raconter l'histoire de ma maman. En plus, on l'a mixé à l'histoire de sa meilleure amie. Donc on a fait de deux histoires une seule histoire. Donc et je me disais, je me sentais. Donc voilà, on a rédigé le texte, etc. J'étais prête et j'ai pas pu sortir un mot. C'était impossible, donc c'est pas moi qui fais ce rôle-là, c'est une autre comédienne, parce que c'est impossible. Et comment cette parole que vous avez recueillie et que vous avez traduite sur scène finalement, comment est-ce qu'elle a été vue, perçue par les femmes concernées et par le public concerné ? Alors ça a été un long travail, parce qu'en effet on y a mis des chants, etc. Il y a aussi eu une recherche comme ça de chants traditionnels. On avait envie de toucher aussi nos origines par ce biais-là. Et elles étaient très touchées évidemment, puisque
l'idée, c'était comment on arrive à écouter ces témoignages, à les retranscrire. Donc ça a pris des mois de retranscription, de lecture, de composition du projet, pour en même temps rester ce qu'on est et pouvoir incarner à un moment donné ces personnages-là sans pouvoir les imiter. C'est-à-dire comment tout ça a travaillé ce qu'on est chacune, avec nos origines, avec... voilà, l'idée c'était de comment on arrive à raconter ces histoires-là. Quand Irma est arrivée en Belgique, elle a d'abord habité chez ses beaux-parents. Elle ne connaissait pas ces gens. Elle ne connaissait personne. Elle nous a dit que quelques mois après son arrivée, elle avait perdu 17 kilos. Elle ne faisait que pleurer. Le soir, je mettais 4-5 mouchoirs en dessous de mon oreiller. Et je ne m'endormais que quand les 4-5 étaient remplis de larmes. Et donc, c'est évidemment super touchant. Elles sont venues forcément un peu avant, parce que je me suis dit, je ne sais pas comment on va réagir aussi, de les voir. Mais c'est une force, parce qu'elles nous ont à chaque fois qu'on joue, elles sont là. Elles viennent voir, et donc elles font évoluer aussi le spectacle. C'est quand même un spectacle qui a été créé en 2007. Donc ça aussi, ce sont des histoires de femmes, et pour nous, on se doit d'y mettre l'énergie pour continuer à jouer ce spectacle-là, parce que ça a du sens. On a fait des ateliers, notamment avec une association qui est la Bobine à Liège. Donc là, c'est plutôt des femmes, elle travaille avec des femmes marocaines, donc ils sont arrivés dans les années 70. Donc l'idée, c'était comment cette histoire-là pouvait aussi toucher, ou en tout cas ouvrir des portes pour ces femmes-là. C'était juste magique, quoi. Quand les femmes disaient « Ah, mais moi, c'est la même chose, moi aussi, je descendais de la montagne pour porter l'eau », et elles disaient ça. Et donc, il y a, à un moment donné, cette idée, en effet, d'universel. Ce sont des histoires de femmes, et pas que des femmes italiennes, hein. Ça ouvre à autre chose, et ça permet à d'autres femmes de raconter leur histoire. Et ça, c'est le plus important dans ce genre de spectacle. Aujourd'hui, par rapport à cette histoire que vous connaissez, que vous vous êtes appropriée, l'histoire de ces femmes issues de l'immigration italienne et dont on a trop peu parlé, comment vous percevez cette notion de transmission aujourd'hui, peut-être avec vos proches ? Dans la compagnie, c'est vraiment devenu, plus qu'une nécessité, c'est travailler en effet sur la transmission. Alors, on dit cette phrase, savoir d'où on vient pour savoir où on va, bon, c'est un peu... Mais c'est aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc chaque spectacle, chaque fois qu'on joue, que ce soit Montenero, que ce soit Les Fils de Hasard, Espérance et Bonne Fortune, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui il manque à ce spectacle-là, même si ça fait 5 ans qu'on le joue, même si ça fait 12 ans qu'on le joue, qu'est-ce qui manque à ça ? Qu'est-ce qu'on a envie de préciser, de dire, pour continuer à avoir le lien, et surtout, en refaisant ces spectacles, je voulais être prudente sur l'idée qu'aujourd'hui, on n'accentue pas le repli des Italiens sur « Ah, mais nous, on a souffert, nous, on a travaillé, les nouveaux qui arrivent, eux, ils ont toutes les facilités. » Et donc, c'est-à-dire qu'on devient... L'étranger, maintenant, c'est l'autre. Donc ça, je le vis avec des proches qui disent « Ouais, mais non, maintenant, c'est les autres qui profitent, et nous c'était pas comme ça, et donc c'est important d'essayer de continuer à dire il faut pas oublier ce qu'on est. Quand on est arrivé, nos mères, elles étaient habillées tout en noir, elles étaient voilées, elles avaient elles faisaient des prières sans arrêt. Enfin, je veux dire, on oublie à un moment donné, on va dire oui, mais aujourd'hui c'est pas les mêmes religions, donc c'est plus compliqué. C'est à quoi on peut dire, mais non, quand elles sont arrivées, ces femmes, elles étaient hyper à l'église tous les dimanches, habillées en noir. On se doit de ne pas oublier ce qu'on est. Moi, c'est ce qui me fait le plus peur aujourd'hui dans les discours, comme je dis, un peu plus lissés, un peu plus... voilà, l'Italie, c'est les bonnes pizzas et Donc de bien comprendre sa propre histoire pour respecter aussi l'histoire des autres et leur laisser leur histoire à eux également. Merci beaucoup Martine de Michel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre histoire. We represent the powerful